Après avoir passé en revue, on retrace un peu le cadre général de la méthodologie d'une manière générale. Dans cette séquence, on va vérifier ce que nous avons eu l'occasion de voir dans le cas des libertés publiques. Alors, la liberté publique, comme vous le savez, il faut tout un long trajet pour le terminer, étant donné que vous avez d'abord la théorie générale des libertés, de la liberté, donc une conception qui est plus philosophique que juridique, institutionnelle. Donc, il ne s'inscrit pas directement dans le champ officiel, entre guillemets, qu'il faut traiter dans les facultés de droit, mais il est, c'est le côté aussi essentiel de traiter un peu au niveau de placer la liberté au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion humaine. Mais ce qui est fondamental, vous avez quelques axes que nous avons l'occasion de voir au niveau des supports pédagogiques, au niveau des différents cours que j'ai exposés devant vous, que j'ai présentés à la télévision, et qui parle des axes principaux. Par exemple, si je propose à mes étudiants de traiter ou d'identifier la liberté publique, l'identification des libertés publiques. Qu'est-ce qu'on entend donc? Il faut voir un peu le mot. Que signifie identification? C'est-à-dire, d'abord, dans votre introduction, vous allez un peu développer la notion de liberté et la notion de ce qui est public, c'est l'État. C'est-à-dire, quand je parle de liberté publique, c'est l'idée de liberté conçue par l'État, délimitée par l'État, institutionnalisée par l'État. Ça fait partie de votre introduction. Et ensuite, vous allez parler comment, justement, quand je parle de pourquoi croiser le public à la liberté qui est humaine, c'est l'organiser, comment l'organiser. Donc il est évidemment la première idée qui vient à la tête, comment pouvoir organiser cette liberté dite publique. Le deuxième élément que vous allez traiter, pourquoi cette liberté publique? À quoi sert? Ou qui sont les finalités de ces libertés publiques? Donc je préviens, à travers ma réflexion, évidemment, quand je parle d'organisation, de diviser mon travail en deux pistes. La première piste sur comment on a pu marier la liberté à l'autorité, c'est dans la liberté, dans les libertés publiques, c'est un mariage, et cela évidemment doit se faire au niveau de l'organisation, et comment justement, sur quelle base, sur quel régime on a pu marier les deux notions, deux concepts qui se rejettent mutuellement. Évidemment, soit l'idée d'organisation, il est conçu sous la forme d'un régime dit préventif, c'est-à-dire avant d'agir dans la liberté, vous avez l'État qui conditionne votre agissement, votre comportement par des autorisations à avoir, avant de se rassembler, avant de se réunir, avant de créer une association, avant de créer un parti politique, pourquoi pas. Et deuxième élément, c'est dire le régime répressif, c'est-à-dire on vous laisse un peu toute la latitude d'agir comme vous voulez, comme vous entendez, sans aucune ingérence ni restriction de l'État. Mais si vous dépassez les limites que l'État a, le droit en général, que l'État a assigné, en ce moment-là, vous encourez la peine. Donc, vous avez un peu on peut spécifier évidemment quand je parle de deux axes, l'axe au niveau de l'organisation, A sur la prévention et le 2 sur la répression. Et il y a de petites subdivisions vous pourrez ajouter quand je parle des préventifs. Je parle de l'interdiction, je parle d'autorisation, je parle parfois de déclaration préalable. Quant aux finalités, donc la finalité, pourquoi cette liberté publique? Quels sont les objectifs? Pourquoi justement développer l'idée d'avoir la liberté officiellement sous les consignes de l'État? Alors, soit d'abord c'est pour finalité
de garantir, de protéger les libertés individuelles et collectives, d'où la notion de la liberté individuelle et collective, soit que vous allez parler un peu de, étant donné que la liberté, elle est garantie l'autonomie, et cette autonomie, elle est jointe à la participation. Généralement, je suis autonome et je participe quand j'adhère à un parti politique, quand je vote, évidemment, c'est une participation. Donc, vous êtes autonome de faire ou de ne pas faire. C'est déjà, même le politique obéit à cette conception du droit civil, c'est-à-dire l'autonomie de volonté. Et c'est pour cela qu'il y a une corrélation qui est très intime, profonde entre l'autonomie et la participation que vous allez, évidemment, soulever dans votre c'est déjà quand il y a de l'autonomie, il faut exprimer cette autonomie par la participation. Et vous avez aussi au niveau théologique, il y a séparé, il y a une différence entre une liberté formelle ou une liberté qui n'est pas réelle. Ça, évidemment, tout on reproche au libéralisme son aspect négatif quant à la reconnaissance d'un certain nombre de libertés. Vous avez aussi la formation. Comment se forme l'imam? Je dis par exemple dans une question la formation, tout simplement la formation des libertés publiques. Alors la formation, c'est-à-dire qui sont les apports à la fois théoriques et pratiques qui sont derrière la construction des libertés publiques. La première, c'est la contribution des philosophes. La seconde, c'est la contribution religieuse, soit la pensée judéo-chrétienne, soit la pensée islamique, soit même la contribution idéologique marxiste, léniniste et puis libéraux. Donc voilà l'apport au niveau de la pensée, au niveau même de la construction dite de la doctrine. Vous avez aussi quand je parle d'idéologique, c'est le libéralisme qui est l'apport du libéralisme, qui est l'apport du marxisme dans la constitution ou dans la formation des libertés publiques. Parfois, je pose une question. Les libertés publiques dans la durée, dans la longue durée, dans l'histoire ou l'apport historique des libertés publiques, dans ce sens-là, il faut donc l'approche elle est purement historique, qu'il est l'histoire à travers les penseurs, qu'il est l'histoire des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je sens évidemment, sans oublier le cas marocain, évidemment, liberté dans le protectorat, liberté avant le protectorat, liberté post-indépendance, c'est là où vous avez l'affermissement, vous avez la consolidation des libertés publiques, surtout à partir de 1958, vous allez faire au SACE, vous allez un peu brosser un tableau sur l'histoire des libertés publiques, sur la base d'ailleurs du 15 novembre 1958, et puis des différentes constitutions qui viennent par la suite. Mais aussi, vous avez, quand je parle de l'histoire, donc il y a double dimension, une dimension qu'il ne faut pas négliger, c'est la dimension extérieure, qui est derrière la constitution des libertés publiques, et la dimension interne, quand vous allez parler du Maroc. Voilà, deux parties. Convention, et je divise un peu la dimension extérieure qui est internationale ou qui est régionale. Donc vous allez parler un peu de l'apport Déclaration universelle de l'homme, puis vous allez parler de régional, c'est le cas par exemple de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, la charte sociale, la convention africaine, etc. Donc vous allez, voilà. Alors parfois, je cite par exemple un autre sujet, parlez-moi de la protection des libertés publiques. La protection des libertés publiques. Comment peut-on protéger la liberté? Donc généralement, vous êtes à la faculté de droit et vous savez que protéger, ça veut dire il faut porter des garanties, il faut garantir un peu cette protection sur la base du renforcement de l'état de droit, c'est-à-dire un État qui dispose de séparation de pouvoir, et vous avez une protection qui est juridictionnelle, donc c'est le juge qui va arrêter le législateur, qui va arrêter l'administration.
l'exécutif. Donc vous avez une protection juridictionnelle, je dirais contre le législateur, parce qu'il ne faut pas, donc toute loi entachée d'inconstitutionnalité, elle est nulle, soit qu'il porte atteinte à la liberté publique ou accès de pouvoir, etc. Voilà le premier axe de la protection. Le second axe, c'est tout à fait normal. Vous avez le parasitisme juridictionnel aussi, qui est très important. Je cite entre autres, vous avez dans le cas marocain, vous avez aussi nous avons vécu une expérience aussi luxuriante en matière du parajuridictionnel, depuis l'instauration du Conseil consultatif des droits de l'homme, depuis la protection relative justement, je vous ai parlé un peu de la sertion des jeunes dans le travail de la CNGA. Aussi, c'est une dignité, donc l'emploi, ça marque un peu le côté positif, l'aspect positif des libertés, et qui devrait se faire normalement par là. Et vous avez aussi des libertés qui sont reconnues à travers des instances qui sont constitutionnelles par la suite, le Conseil national des droits de l'homme, puis vous avez le médiateur, vous avez un certain... Donc c'est le parajuridictionnel, tout ce qui sont des instances qui sont considérées, ou qui ne le sont pas, mais qui ne sont pas des juridictions. Et puis, ce qui est très important aussi, voilà la première fois que je parle un peu du tas, et cela demande des connaissances que vous allez souder, que vous allez colmater pour avoir le sujet, pour avoir un sujet intégral, complet. Le deuxième axe, il porte sur le juridique, c'est le côté juridique pur. Quand je parle, j'évoque le régime, c'est déjà le mot régime renvoie automatiquement à l'approche juridique. Alors vous avez on peut le diviser en deux. Vous avez les libertés individuelles relationnelles aussi. On parle des libertés d'aller, de venir, la liberté d'établissement. Je dis par exemple les libertés individuelles, où je parle un peu de faire un peu qui sont les bases juridiques ou les fondements institutionnels de la liberté d'aller et de venir, ou la liberté de déplacement, ou le droit de l'élection, etc. Donc vous avez ces libertés qui sont d'ailleurs antérieures aux libertés collectives. Donc on va voir justement pour la consolidation de ces libertés individuelles, peut-être qu'ils sont, je parle de liberté comme ça, liberté individuelle, vous allez un peu citer dans votre axe premier les différentes composantes de cette liberté, vous allez fragmenter ces libertés individuelles. Deuxième élément, qui sont les conditions de forme et de fond pour évidemment exercer ces libertés, au niveau de la partialité de la loi, c'est déjà, ça renvoie à l'état de droit, au niveau de l'indépendance de l'action juridictionnelle, mais vous avez aussi quand on est dans le droit, quand on est plongé dans le droit, dans la sphère du droit, on ne se contente pas du fond, mais aussi il faut évoquer la forme. Et quand je parle de la forme, c'est-à-dire vous allez tout simplement parler des conditions que vous allez faire avant de se prononcer. S'agit-il d'un régime répressif ou d'un régime préventif, puisque cela demande évidemment des autorisations, c'est-à-dire frapper à la porte des autorités pour solliciter des autorisations, c'est déjà aussi une forme importante. Donc vous avez évidemment, quand je parle du juridique, c'est l'essentiel, le fondamental des libertés, c'est l'intégrité, c'est le respect de l'intégrité, de la sûreté, de la physique et personnelle. C'est éviter, évidemment, agir à sa guise, tout en sauvegardant, en considérant que tout acte commis par les autorités et parfois il est illégal, la torture, l'esclavage, etc., ou d'une répression qui reste qui n'est pas légale.
Donc, dans ce sens-là, on va traiter, par exemple, qui sont les différentes, la protection que l'État, évidemment, garantit. Et je parle, évidemment, en cas d'atteinte, qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour, indemniser, réparer le préjudice ressenti par la victime. Donc, la première, on va évoquer la question de la responsabilité, de l'institution, de l'instance ou de l'acteur. Responsabilité qui est à la fois, vous le savez, elle est d'ordre civil et elle est d'ordre aussi pénal. C'est le cas, par exemple, de la responsabilité administrative, vous allez l'évoquer, soit responsabilité, soit des agents publics, des acteurs, de l'administration. On pourrait évoquer le fameux article 80 alinéa 2 du DOC, soit que vous allez parler un peu de l'acte commis, jugé qui n'est pas abusif et porteur d'excès de pouvoir. Et puis, ce qui est très important dans la liberté individuelle, c'est le privé, le caractère privé de l'individu d'agir, c'est la vie privée, c'est la notion, c'est-à-dire tous les 80% des libertés individuelles, ils portent sur la protection de la vie privée. Donc, je dis, l'importance et quelle est la place de la liberté privée, de la vie privée dans les libertés individuelles. Ça, vous allez focaliser votre réflexion sur la protection de la vie privée. Et quand je parle de l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance, le secret, évidemment, professionnel, la liberté d'opinion, la liberté, qui constitue donc, parce qu'il y a un délit vous le savez, délit d'opinion. Donc vous avez aussi la liberté d'exercer le culte. Tout cela fait partie intégrante de la liberté privée, de la protection de la vie privée qui constitue 80% des autres, ce qui reste. Donc, ce qui reste, c'est un subsidiaire par rapport au principal. Alors, soit que on peut donner une question des caractéristiques du collectif et de l'individuel, comment peut-on séparer, comment peut-on distinguer une liberté de l'individuel, une liberté collective. Alors, la liberté collective, ce sont les libertés de groupement, de rassemblement. Ça, vous avez le collectif. Comme si déjà même, vous avez l'occasion de voir ça avec M. Donda S5, quand on a parlé de ceux qui sont dans la case, qui défendent la case du privé, ceux qui défendent de l'individuel et du privé, ceux qui défendent la case du collectif, et réfléchissez très bien dans ce sens. Ça, vous pouvez rappeler toute la thèse de Weber, l'autre c'est de rappeler la thèse de Durkheim, et cette philosophie, elle a évidemment ses effets, ses retombées, à la fois institutionnelles, juridiques. Alors, quand on fait le droit, quand on construit un droit, s'agit-il d'un droit individuel ou d'un droit du groupe, de collectif? Donc, le collectif, quand on parle des rassemblements sur les places publiques, quand je parle des attroupements sur la voie publique, quand je parle de la liberté de la manifestation, donc qui sont ces libertés publiques, donc liberté de réunion, de rassemblement, d'association, de participer à un parti politique, d'assister à un meeting, d'observer un sitting, etc. Et évidemment, faut placer ça dans la mouvance institutionnelle, dans la dynamique que nous avons, parce que il y a une vingtaine d'années que nous assistons à un effort colossal en matière institutionnelle pour réformer ce que nous avons, l'héritage. Alors, sans oublier l'héritage, mais il faut greffer sur l'héritage ce qui encore, donc les idées novatrices que nous avons effectuées, que nous avons construites depuis une vingtaine d'années, surtout depuis que la naissance
France et la promulgation de la Constitution de 2011, où nous avons donné une avancée très importante, déterminante dans dans tout ce qui est relatif évidemment à la liberté et droits de l'homme. Donc justement, vous savez aussi, entre autres, il faut citer le droit de la presse, parce que nous avons un héritage aussi très important en matière de la presse. Et évidemment, il y a des lois nouvelles, la loi 80-83, et vous avez aussi une loi sur la loi 70-16, si je me rappelle, qui parle du visuel. Donc ça prouve bien que vous avez, sur le collectif, vous avez aussi une dynamique qui est très importante. Vous avez aussi du collectif, vous avez la procédure qui a complètement changé. C'est-à-dire, il y a sans laxisme, évidemment, on peut parler, parce que vous avez l'État, et l'État, c'est l'incarnation de l'ordre, mais vous avez des souplesses. Il y a des souplesses, évidemment, référence faut revoir un peu quand vous allez introduire votre introduction, cette référence du droit de l'homme tel qu'il est faite, conçu universellement, que nous avons adopté depuis 1996 et consacré dans un certain nombre de dispositions. On doit avoir à l'esprit que cette reconnaissance universelle ou internationale des droits de l'homme, il est présent dans un certain nombre d'articles. D'articles constitutionnels, autrefois, ils étaient tout simplement inscrits dans une loi ordinaire qui s'appelle le Dahir du 15 novembre 1958. Donc il faut savoir un peu, comme je viens de dire lors de la première saison, de recouder un peu ces idées, pour voir un peu, pour meubler. Mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que la meilleure des choses, il faut savoir s'affranchir, se libérer un peu du plan de votre enseignant, de votre professeur. C'est-à-dire rassembler les idées essentielles et tenez bien à ce qu'on vous demande. Est-ce que la liberté, il s'inscrit dans la question, dans la case des individuels ou dans la case des collectifs, ou tout simplement il y a une combinaison pour rendre relativement un peu complexe le sujet, d'introduire une petite portion du collectif, une petite portion de l'individuel. Donc c'est à vous de réfléchir pour comprendre, voilà l'essentiel, ce que vous demande. Est-ce que vous allez investir dans le champ des libertés individuelles? C'est tout à fait, vous allez voir un peu le tracé dans une introduction, cette présentation du travail. Et deuxième, vous allez passer à développer à travers les axes qui constituent évidemment les points forts de ces libertés, la liberté d'agir, la liberté de s'exprimer, la liberté d'appartenir, de dire, d'expression, la liberté d'exercer le culte. C'est individuel, ce sont des convictions individuelles, et vous allez voir au niveau évidemment des idées, de l'idée, et au niveau aussi du droit, comment il est conçu philosophiquement, comment il est, parce que vous savez que la liberté d'ordre ontologique, il faut quand même marquer la pensée d'abord, puis l'institutionnaliser par le droit. Voilà, première partie, c'est la pensée, comme on l'exposait, c'est le cas de la... Donc on se rassemble, vous avez trois matières qui sont, où là vous avez, la pensée, elle est présente dans le droit constitutionnel, dans l'histoire des idées politiques et dans les libertés publiques. Donc ça, c'est la première partie, c'est le conceptuel, c'est le cadre théorique, c'est l'idée. Deuxième élément, comment meubler l'idée par une institution, par le droit. Et je vous remercie.